Bonjour, bienvenue à tous en cette deuxième journée de cette conférence internationale L'Islam au XXIe siècle. J'ai un panel très difficile à maîtriser, mais je vais quand même essayer de le faire autant que je peux, surtout qu'il s'agit de quelques collègues que je connais très bien. C'est ça. Donc, très heureux d'avoir parmi nous Ghaleb Béchir, président de la Fondation Islam de France. Très heureux d'avoir ma collègue Samira de France Média Monde, Nadia Bey, ma collègue aussi, et Nasser Khmil qui sera votre témoin durant cette matinée. Alors le proverbe touareg dit « Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par se lever ». C'est bien ce petit truc de commencer un peu avec un retard, surtout que Ghaleb Béchir est venu un peu en retard. Donc je te donne la parole au niveau de la sémantique, au niveau du verbe qui est utilisé pour décrire l'islam ces derniers jours. Merci infiniment. Bonjour mesdames et messieurs. Ces applaudissements m'engagent à ne pas trop vous décevoir. Il vaut mieux les laisser peut-être après mon intervention. Rendre la tâche facile à notre ami Taoufir Mjeyid, je serai concis, mais il m'a été demandé de faire une conférence dite cadre à propos de l'islam et les médias, islam et médias. Je commence d'emblée par dire, et pour ne pas me déjuger par rapport à hier, que toute généralisation est abusive, tout essentialisme est réducteur. Il n'y a pas pire insulte à l'intelligence humaine que de prendre le conjoncturel pour le structurel, ou de prendre le circonstanciel pour la temporel, l'apostrophe, bien entendu. Donc je ne vais pas commencer par dire les médias, les journalistes, les hommes et les femmes de la presse. Et il vaut mieux, dans la rigueur intellectuelle et par probité, dire certains médias, des hommes et des femmes de la presse, certains journalistes, ou parmi les journalistes, il y a ceux et celles qui disent telle ou telle chose. Ça me paraît être d'abord de la plus haute importance. La deuxième chose, c'est le fait de dire que nous avons besoin, pour nos démocraties, d'un socle de liberté, et ce socle de liberté est incarné effectivement par une presse libre, responsable, professionnelle. Et il y en a. J'aurais mauvaise grâce ce matin, en présence de Nadia Bey, de Samira Ibrahim et de Taoufir Mjeyid, de dire autre chose que cela. Troisième point, hélas, il y a des sujets explosifs, il y a des thèmes inflammables, et il y a des notions qui hystérisent les débats, les fameux 4 I, intégration, insécurité, identité et islam, par exemple, en font partie. Notamment si je ramène les choses uniquement à la France. Et depuis 2-3 décennies, le sujet islamique, la chose islamique, le fait islamique, l'islam, fait partie de ces sujets inflammables, d'une actualité brûlante. Et on a 2 ennuis. Il y a ceux qui l'abordent d'une manière très très légère, même comme un sujet allogène, incongru, intrus, étranger à la nation française, si je ramène les choses uniquement à la France ou à l'Europe. Et il y a ceux qui, lorsqu'ils sont de bonne foi, ne maîtrisent pas le champ sémantique, le vocabulaire afférent à cette tradition religieuse et à la civilisation impériale qu'elle a pu sous-tendre à travers l'histoire. Et donc c'est pour ça que nous avons des difficultés réelles quand il s'agit du traitement
du fait islamique en France et même de par le monde, de la part des médias non communautaires, comme on dit. Je pourrais peut-être dire un mot là-dessus, et je ne parle pas des médias des contextes islamiques. Vous aurez remarqué depuis hier que je parle des contextes islamiques, où je préfère parler de sociétés majoritairement musulmanes que de parler de pays musulmans, parce que ce sont aussi des notions qu'il faudrait savoir cerner. Et avant de poursuivre, je fais mienne la parole d'Albert Londres, qui nous a bien dit à propos du journaliste. Et avant de le citer, je dis moi-même qu'un bon journaliste est celui qui donne à penser, un mauvais journaliste est celui qui livre sa pensée. Et encore une fois, en matière d'islam, les pensées sont toutes faites. Et on les débite comme ça, dans une méconnaissance gravissime du sujet. Et je fais le distinguo entre méconnaissance et ignorance. Quand on est ignorant d'un sujet et on se sait ignorant des sujets, ça dynamise pour aller apprendre. Mais quand on est victime de la méconnaissance, on est piégé d'un double travers. Le premier, c'est celui de ne pas aller apprendre, puisqu'on pense qu'on est connaissant. Et il se trouve par définition qu'il s'agit d'une connaissance fausse, par définition, puisqu'il s'agit d'une méconnaissance. Et le second travers, dès lors qu'on sait, on propage son savoir à partir d'une chair, la chair de celui qui sait, et il se trouve que c'est une méconnaissance, donc la propagation du savoir faux sur le dit sujet se poursuit. Donc je reviens à la citation d'Albert Londres quand il nous disait que le journaliste n'est pas un enfant de cœur. Son rôle ne consiste pas à précéder les processions, la main dans une corbeille de pétales de rose. Son rôle, sa profession, n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, c'est de porter la plume dans la plaie, descendre dans la fosse, là où la société se débarrasse de ce qui la menace ou de ce qu'elle ne peut plus nourrir, regarder ce que personne ne veut plus regarder, juger la chose jugée. C'est dans La traite des Noirs de 1929, et en réalité, il y a une phrase qui est dans La traite des Blanches 2 ans plus tôt, de 1927. Et j'ai fait un amalgame, le mot est arabe, une confusion des deux citations. Voilà le rôle en gros du journaliste, c'est celui de porter la plume dans la plaie. Il se trouve que certaines plaies sont infectieuses quand il s'agit du traitement du fait islamique. Il y a des vilainies, des ignominies, des barbaries, de l'épouvante indiscutables liées au fait islamique. Ce n'est pas votre serviteur qui va minimiser ça. Je ne peux pas dire qu'il y a un arc de cercle qui va depuis le nord Nigeria jusqu'à l'île de Jolo, passant par la Corne africaine, sans m'appesantir sur cette région du monde qui a vu naître une monstruosité idéologique et religieuse dénommée Daesh, et dire non, il ne faut pas en informer. Si, il faut en faire informer, en parler, mais avoir une focalisation maladive sur le vil, le pervers, le négatif, l'explosif, l'inacceptable, ce n'est plus du traitement. Ce n'est plus de l'information. Et c'est cette focalisation qui est dramatique de nos jours. Elle laisse le vocable islam affublé d'épithètes anxiogènes. Depuis 3 décennies, il n'y a pas eu un hebdomadaire qui n'ait eu sa une sur l'extrémisme, le fondamentalisme. Depuis 3 décennies, il n'y a pas eu des journaux télévisés à l'heure de grande écoute, avec des vedettes célébrissimes du 20h, où le traitement de cette question n'a pas été un traitement, encore une fois, de vilainie. Je peux vous donner quelques exemples. Le premier, pardon pour les redondances, certains de mes amis ici présents ont eu l'occasion de m'entendre sur ce sujet, mais malheureusement, ça n'a pas évolué depuis.
et notamment à l'ère de la bééphémisation des esprits. Alors ce n'est pas un anathème que je jette sur un seul canal d'information, c'est l'idée générale. L'ère de la twittérisation de la politique induit en quelque sorte cette bééphémisation des esprits où l'on traite des sujets cruciaux qui nécessitent, comme ce matin, beaucoup plus de temps. Il faut les traiter en 3 minutes. Forcément, on reste à la superficie des choses et à l'écume des choses. Et donc les exemples que je voudrais vous donner sont les suivants. Le premier, tour à tour, pas qu'une seule fois, on aurait pu penser à un accident de parcours. Tour à tour, nous avons eu droit dans des rencontres, dans des émissions dites de grande écoute, en semaine, sur des chaînes publiques aussi, où nous avons eu d'un côté ce qu'on appelle la grosse artillerie. Permettez-moi d'émettre quelques réserves sur la dite artillerie, qui signe par là même la défaite de la pensée, l'abrasement de la réflexion, la négation de l'intelligence quand il s'agit de traiter ce sujet, et de l'autre, comme pendant, pour le débat, j'insiste, on a eu tour à tour, une fois un judoka, un rugbyman, un basketteur, un rappeur, une lofteuse. Pas pour parler de sport ou de musique contemporaine, non, pour parler de théologie fine, pour parler de civilisation islamique, et on a les fameux philosophes du moment qui leur portent la contradiction. Et dans certains cas, on fait venir un imam ignare qui annonce, et ce n'est pas la calotte qui fait l'imam. Et voilà, nous avons des plateaux dits équilibrés pour parler de la chose islamique dans notre pays et de par le monde. Ça ne peut plus durer. Ce n'est plus de l'information propre, intègre, ce n'est plus porter la plume dans la plaie. Et de toute façon, la plaie ne guérira jamais par ce type de traitement. Alors, après, on nous parle d'islamophobie. Je ne suis pas sûr pour ma part qu'il faille continuer à parler d'islamophobie parce qu'étymologiquement, l'islamophobie évoque la notion de peur irraisonnée, irrationnelle, pathologique, auquel cas il faut compatir à l'état du malade, de celui qui a peur. L'arachnophobe, l'hydrophobe, l'agoraphobe sont des malades. Ils ont peur de l'araignée, ils ont peur de l'eau, ils ont peur de la foule. En revanche, la misislamie de mésos grec dénote une notion de haine, de détestation, d'hostilité affichée et assumée comme telle. Là, malheureusement, on a des cas de mise islamique qui sévissent sur certains plateaux de télévision, avec des mensonges éhontés. Venir dire que le pauvre idiot qui est venu insulter un académicien, qui n'a rien fait d'autre que de se conformer à son Coran, puisqu'il est dit dans le Coran qu'il faut tuer les Juifs, c'est un mensonge. Certes, il y a des passages imprécatoires, durs, de facture martiale. Nous ne les avons jamais tués, mais il n'est pas dit qu'il faut tuer les Juifs dans la révélation coranique. C'est aussi simple que ça. Venir dire à une heure de grande écoute que le tiers de la révélation coranique est un appel au meurtre. Le tiers, on a 6236 versets coraniques, le tiers c'est 2078, j'ai dû faire le calcul, eh bien il n'y a pas 2000 versets qui appellent au meurtre. À supposer par extraordinaire que l'approche quantitative ou quantifiée soit appropriée, parce qu'il n'y en aurait eu qu'un seul verset qui appela au meurtre, il nous aurait posé un problème d'ordre théologique, bien entendu. Je ne me place pas sur ce registre, je me place sur le registre de l'information.
J'ai eu l'occasion plusieurs fois de le dire, c'est pour ça que j'implore votre indulgence sur les redondances, que si je devais m'informer sur notre société française qu'à travers l'unique revue détective, il y a de quoi désespérer de l'âme humaine en France. Mutatis mutandis, nous sommes dans la même situation. Et donc ce traitement doit à un moment donné ou à un autre cesser. Alors c'est toujours facile de le dire. Donc c'est l'état des lieux, je parle ainsi. D'autres, parce que là ça sous-entend qu'on serait animé d'une volonté de nuire. Je ne sais pas, je ne verse pas facilement dans la paranoïa, je ne suis pas dans une mentalité obsidionale, je constate uniquement. D'autres, hélas, sont dans une logique d'un traitement très, très sommaire du sujet. Quand je dis que le vocabulaire n'est pas maîtrisé, c'est que le djihad n'est pas une guerre sainte. Ça ne veut pas dire que le problème de l'idéologie du combat, que la violence sacrée ou sacralisée n'est pas posée, mais étymologiquement, le djihad n'est pas une guerre sainte. Continuer à en pérorer, à parler comme ça à longueur de journée, à un moment donné, c'est inacceptable. La fatwa n'est pas une condamnation à mort. Dire « Ah ben un tel était victime d'une fatwa », c'est-à-dire une condamnation à mort, à une heure de grande écoute, ça ne contribue pas à informer. Or, les médias, cette fois-ci d'une manière générale, sont aussi une source d'éducation de masse, notamment pour les adultes qui, eux, n'ont pas pu ou n'ont pas su ou n'ont pas réussi à avoir leur propre éducation dans les institutions scolaires. Continuer à confondre uniment, indistinctement l'ensemble du monde musulman avec toutes les difficultés, tous les antagonismes, toute la virulente opposition qu'il y a au sein de cet espace qui va depuis Jakarta jusqu'à Dakar, voire jusqu'au Suriname, alors que ce qui est étonnant, on ne parle pas du monde chrétien, on parle de l'Argentine, du Brésil, du Chili, que sais-je encore, et là on parle du monde musulman comme une seule entité. Là aussi, au niveau de la sémantique utilisée, il y a beaucoup de choses à revoir. Voilà globalement l'état des lieux en ce qui concerne le traitement médiatique. Alors, maintenant, islam et médias. Je pense qu'en dehors de quelques journalistes d'information religieuse où l'on s'intéresse, il y a une connaissance du sujet. Pour les autres, ça reste très, très, très sommaire au mieux. Quelques médias dits communautaires, pas communautaristes. Hier, j'ai entendu avec Hakim Al-Karoui qu'il n'y a pas de communautarisme, aussi étonnant que ça puisse l'être. Il y en aurait un éventuellement comme ça, visible quand il s'agit de certains comportements improbables ou de certains accoutrements qu'on n'a pas l'habitude, on n'avait pas l'habitude de voir dans nos villes. Mais ce n'est pas ça, véritablement, le communautarisme. Communautarisme, quand il y a une identité, une volonté de défendre un intérêt général d'une communauté ou d'une sous-communauté au sein de la communauté nationale. C'est pour ça que je préfère toujours parler de la communauté nationale, d'un destin commun au sein de laquelle il y a des franges ou des composantes. Mais je reviens donc à cette notion de médias dits communautaires. Il y a ceux qui, avec beaucoup de professionnalisme, essayent de présenter d'une manière générale la question islamique, soit dans notre pays, soit de par le monde. Ceux-là, ces médias connaissent leur sujet et il faut leur en savoir gré. J'ai envie de dire que, si vous me pardonnez l'anglicisme, les médias mainstream doivent s'en inspirer aussi. Je ne parle pas de certains médias en ligne qui
sont plus dans la militance, voire dans certains cas, hélas, dans le militantisme, avec toujours le suffixe qui étouffe la racine. Dernier point, comme ça je rends la tâche facile à Tawfiq pour la gestion du temps. Nous voulons sortir par le haut d'une véritable crise. Et il y a crise concernant le fait islamique en France, en Europe et de par le monde. L'islamisme politique, parce que ceci aussi s'est imposé, ou l'islamisme radical. Ninou Garabaghi a fait tout un travail là-dessus. Dans une approche optimiste des choses, étant inconsistant, finira par disparaître en ayant fait des dégâts sur 2, 3, 4 générations. Si je compare au bolchevisme, après 80 ans, il a implosé de l'intérieur. Je ne peux pas croire que la civilisation des Perses puisse s'accommoder d'une gestion des affaires de la cité comme ça se passe sous les mollahs. Surtout un peuple qui a produit la Constitution de 1906. Je ne peux pas croire que l'islamisme puisse gagner, prendre dans des contextes qui ont vu naître la première constitution, notamment en Tunisie, celle de 1861. C'est-à-dire une loi fondamentale qui n'a pas de lien explicite avec la fameuse loi de Dieu, etc. Donc ça finira dans une approche, je dis bien, optimiste des choses, par imploser, par connaître sa coalescence ou sa déliquescence. Pour cela, il faut aussi aider l'opinion générale et ne pas s'arc-bouter sur les épiphénomènes qui obèrent la compréhension des choses. Vous savez, on passe ad nauseam certains faits et on passe à côté d'autres beaucoup plus importants. J'ai dit que j'allais finir, mais je pense à une affaire, parce que des affaires se succèdent. Nous avons un petit margoulin à Nantes, boulanger ou boucher de son état, qui a cru bon d'afficher ses 4 concubines. On ne peut pas dire dans notre pays qu'il y a des coépouses, voilées intégralement, bien entendu, avec sa barbe hirsute, sa mine patibulaire, sa calotte salie sur la tête. On a pensé qu'il était bon de passer son cas ad nauseam. Et on n'a pas dit un mot sur un homme qui a quitté ce monde alors qu'il était l'honneur de la France parce qu'il était invité au séminaire des Gifford Lectures. C'est l'équivalent du prix Nobel en philosophie, en théologie. Avant lui, il y avait Henri Bergson, Gabriel Marcel, Raymond Aron, lui-même, Mohamed Harkoun, maintenant on a Bruno Latour. Informer simplement de cet état de fait aurait contrebalancé la caricature qui a été mise en avant. Donc pour aider à aplanir ces difficultés au niveau d'une information globale, je ne parle pas des médias dits privés. Depuis que j'ai appris qu'on a un patron d'une chaîne de télévision qui dit que ce qui l'intéresse, c'est le nombre de cerveaux disponibles pour vendre du Coca-Cola, nous avons compris que l'important, c'est jouer sur les émotions. Mais au niveau d'autres chaînes de télévision, peut-être maintenant avec la digitalisation, il y a lieu aussi de s'approprier cette information. Ça m'a valu beaucoup d'inimitié au sein de certains milieux dits conservateurs, pour ne pas dire fondamentalistes, en disant au lieu de construire une énième mosquée, pourquoi ne pas avoir à côté des canaux satellitaires, ne pas avoir des chaînes de télévision, ne pas avoir des lieux d'information qui contrebalancent la rétraction, la dépréciation de cette civilisation impériale, qui, encore une fois, invite
l'ensemble de nos concitoyens et par-delà à aller visiter le 8e département du Louvre consacré aux arts de l'islam, où l'on découvrira des merveilles, où l'on saura que l'on n'a pas affaire à un art dit religieux, mais, si j'ose dire, à un art profane, un art de cour, un art de l'urbanité, à tout point de vue. C'est ça la mission qui consiste à informer, à éveiller les consciences, à donner, à réfléchir et à penser par soi-même que de livrer des pensées toutes faites. Merci de m'avoir écouté. Merci Ghaleb Benchir. Bien sûr, je vous épargne maintenant et à la mode l'affaire Décathlon qui a commencé hier. Je vous épargne aussi les 2 hebdomadaires de la semaine dernière. On parle d'antisémitisme et comment on a parlé de l'islam, dont un islamologue qui assimile un tout petit peu les gilets jaunes à l'islam politique. Mais moi, je vais m'adresser à mes 2 collègues journalistes. Et je veux vraiment poser une question, puisque ça va être un petit débat interactif entre journalistes. Comme vous savez, nous sommes tous des indisciplinés. La faille, elle est où, Nadia B? Est-ce que le micro fonctionne bien? 5-4-3, très bien. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs pour cet événement inédit, il faut le dire. Et puis remercier notre grand penseur Ghaleb Benchir qui a tenu à ce que je sois justement dans ce panel. Et puis mon amie Luisa Nadour. Alors, j'ai envie de dire, cette occasion nous a permis aux médias de découvrir de nouveaux penseurs, de nouveaux profils. Il y a un problème de micro. Voilà, bon, on va prendre le bon. 5-4. Bon, voilà, c'est le meilleur. Donc je disais que ce colloque nous a permis et permet également aux médias qui ont souvent des déficits en matière de casting, de profil de personnes capables d'éclairer l'opinion publique à travers justement les plateaux télé ou radio et même presse écrite, de découvrir de grands penseurs qui ne sont pas visibles, qui ne sont pas audibles dans les médias aussi bien privés que publics. Et parler d'islam dans les médias mériterait à lui seul, j'ai envie de dire, tout un colloque. Le sujet est assez complexe, mais poser la problématique du traitement de l'information en rapport avec l'islam, c'est aussi poser, comme l'a dit si bien notre ami Ghaleb Benchir, le traitement de l'information tel qu'il se fait aujourd'hui. Le traitement de l'information, sa hiérarchisation, bien sûr le choix des thèmes, mais également les priorités éditoriales. Force est de constater aujourd'hui, vous avez parlé de failles, force est de constater que cette deuxième religion de France ne constitue pas une priorité éditoriale dans de nombreux médias en tout cas. La question, c'est de dire pourquoi. C'est un sujet très clivant qui divise les Français aujourd'hui, et les constats ont été faits, c'est pas moi la journaliste qui est en train de le dire, tous les baromètres, toutes les études nous révèlent qu'aujourd'hui, justement, l'islam n'est pas traité comme il se doit dans les médias. Sujet clivant, on surfe sur les peurs. Taoufik, vous venez de citer un sujet hystérisant, c'était hier, vous avez dû suivre bien sûr tous les plateaux, si bien sur CNews que BFM, l'affaire du hijab de sport et de décathlon, ça a suscité un tollé général. C'est souvent justement ce sujet, qui est donc l'islam, est traité d'une manière très caricaturale. Ghaleb Benchir disait avec beaucoup de légèreté. Oui, je confirme, avec beaucoup de légèreté. Et nous, justement, dans les médias communautaires, pas communautaristes, mais complémentaires, j'ai envie de dire, parce que justement, souvent, ces sujets qui ne sont pas traités correctement ou avec beaucoup de légèreté dans les médias, eh bien, dans les médias complémentaires, on essaie de donner un autre regard. Justement, et nous sommes attendus sur ce terrain par justement les 6 millions de musulmans, mais autres. Le français aime le débat d'idées. Les Français aiment les débats d'idées. Et justement, c'est là où le bas blesse. Le sujet islam
est traité rarement de manière apaisée dans le cadre d'un dialogue et d'échange d'idées. Et souvent, on ne choisit pas, au niveau des castings, les bonnes personnes, les personnes censées éclairer. Et c'est comme ça qu'on peut nourrir effectivement l'opinion publique. La responsabilité des médias dans la transmission de la connaissance est très, très importante. Nous sommes conscients, nous, au niveau des médias, que ce n'est pas n'importe quel métier. L'école, la famille, les médias, nous avons un rôle au sein de nos sociétés qui est hyper important et déterminant. Si aujourd'hui, on n'a pas compris qu'en traitant l'information de cette manière-là, eh ben, ça veut dire que nous sommes en train de faire le métier n'importe comment. Je ne veux pas généraliser, parce qu'il y a quand même des médias qui font leur boulot. Est-ce qu'on a vulgarisé ou on a banalisé l'islam? Alors, c'est plus que ça. Quand je dis c'est traité d'une manière caricaturale, je réponds à votre question. On a stigmatisé l'islam. Autrefois, on parlait de l'arabe. Après, c'était l'immigré. Aujourd'hui, le musulman, c'est l'ennemi de l'intérieur. Mais vous imaginez un petit peu quand vous entendez les responsables politiques de ce pays parler d'ennemis intérieurs en ciblant le musulman, comment le français lambda va réagir? Comment le français lambda qui n'a pas les moyens? Aujourd'hui, les Français connaissent beaucoup plus Ben Laden, Ayman al-Zawahiri, mais ils ne connaissent pas un Harkoun ou alors un Malek Shebel ou Abdouadham Medeb, pour ne citer que ces trois qui ne sont plus de ce monde. On les a rarement entendus sur les grands plateaux. Il y a une pauvreté au niveau du traitement de l'information, et la question que je me pose, moi, en tant que journaliste, est-ce que c'est volontaire ou involontaire? Alors, j'ai fait une immersion chez France Inter pendant 3 mois, c'était pendant les élections législatives. On a fait une immersion qui a duré 3 mois et qui nous a éclairé sur le fonctionnement des rédactions. Et ben, par exemple, sur les candidats issus de la diversité, à ma grande surprise, moi j'ai découvert la responsable de cette émission, pour ne pas la citer, elle ne savait pas qu'au sein de l'Assemblée, autrefois, il n'y avait pas de Français issus de la diversité. Et elle me citait le nom d'une députée qui est issue de l'outre-mer. J'ai dit, c'est pas la même chose. Il y a ça. D'autre part, il y a une paresse intellectuelle. Il y a des fichiers qu'on se passe entre collègues, qui passent d'une rédaction à une autre. Vous demandez à n'importe quel auditeur ou téléspectateur, ils vous disent, mais on a l'impression que c'est le même casting qui passe entre BFM et CNews. Il n'y a pas d'effort intellectuel. Il n'y a pas aussi, justement, cet effort pour rafraîchir les fichiers. Nous avons été reçus par François Hollande à l'époque, et c'était notre grande ami Barisa Chiari qui avait organisé justement une délégation de Maghrébins avant même les attentats. Et on avait attiré l'attention le président de la République à l'époque sur la nécessité justement de faire surtout du service public. Je dis bien du service public parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui veulent même boycotter la redevance télé. Pourquoi? On a attiré l'attention du président en lui disant justement, les médias aujourd'hui ne sont pas le reflet de la société française. Et ce n'est pas moi qui le dis, je me base sur les baromètres. Le HCI, avant même les émeutes de 2005, avait fait un rapport sur ce qu'on a appelé les écrans pâles. Et les écrans sont toujours aussi pâles. 1. 2. On a des lois qui existent dans ce pays. En 1986, il y a une loi qui a été renforcée en 2002 par une autre loi pour donner plus de visibilité aux Français issus de la diversité. Aujourd'hui, ils ne sont que 14% représentés dans les programmes et dans les fictions. Souvent, ils n'ont pas le beau rôle. Et ce n'est pas Nadia Bey qui le dit, c'est le baromètre des constats faits par le CSA. Hervé Bourges, que tout le monde connaît, qui a présidé le CSA et qui a également présidé la commission diversité à France Télévisions, dans son premier et dernier baromètre, parce qu'après il semblerait qu'il ait claqué la porte,
Il avait dit sans embâche que la télévision publique était loin d'être le reflet de la société française. C'est dire que les constats sont faits aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on attend justement pour traiter ces sujets d'une manière beaucoup plus objective, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, nous avons à côté ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Et Rala Bachir l'a dit. Les réseaux sociaux qui ont chamboulé totalement le système de l'information, l'écosystème de l'information. Aujourd'hui, il y a une méfiance à l'égard des médias traditionnels. Et nous le vivons aujourd'hui même avec les gilets jaunes qui, aujourd'hui, ne regardent plus, boycottent même les médias. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas le reflet de la société. Et cette confiance qui est en train de se creuser interpelle les journalistes que nous sommes. Les médias aussi devraient justement regarder à deux fois. D'ailleurs, il y a toute une étude qu'a lancée France Info sur la confiance entre les artisans de l'information que nous sommes, mais aussi les consommateurs. Aujourd'hui, le consommateur est exigeant. Ce n'est pas quelqu'un à qui on peut avaler n'importe quoi. Le consommateur demande une information fiable. Et c'est l'éthique de ce métier. Je suis un petit peu passionnée par ce que je dis, parce que je ne comprends pas comment aujourd'hui en France, avec les 6 millions de musulmans et tous les beaux médias lourds que nous avons, on n'arrive pas à tirer vers le haut l'islam. L'islam, l'a dit Rala Bachir, ce n'est pas un bloc monolithique. Et nous le voyons depuis hier. Merci aux organisateurs, encore une fois, de cette belle initiative. Ce n'est pas un groupe monolithique. Il y a des sensibilités. Il y a des musulmans avec des sensibilités différentes qui ne sont pas représentés et qui sont totalement absents sur les plateaux. Jusqu'à quand on va continuer justement à passer sous silence toutes ces voix que nous avons entendues et que nous entendons aujourd'hui aussi. Je vous remercie. Samira, mais entre-temps, il n'y a pas de médias à la carte. Bonjour à toutes et à tous, bonjour et merci d'être aussi nombreux ce matin. Alors que dire après Rala Bachir ? C'est très compliqué parce que tu as absolument tout dit, tu as absolument balayé toutes les problématiques. Et évidemment, Nadia, tu as parlé de la représentativité, de la diversité à l'écran, dans les médias. C'est un sujet épineux, important, central, mais il me semble que là aussi, c'est peut-être pas, ça fait partie du sujet, mais je dirais que le problème, ce n'est pas le problème de l'islam et des médias, ce n'est pas forcément le fait que l'islam ne soit pas, raconté par des musulmans, parce qu'il pourrait aussi être explicité ou être raconté par un non-musulman de façon sérieuse. Donc c'est pas, je pense que ce qu'on vit, c'est pas forcément parce que l'islam, ou en tout cas on ne nous raconte pas ou on ne présente pas l'islam par des musulmans. Donc je pense que c'est un autre peut-être sujet qui est aussi important. Tu as dit également que l'islam n'était pas une priorité dans les médias. Moi, il me semble que si, justement, puisque c'est malheureusement, c'est une priorité parce que c'est un sujet anxiogène et tu l'as cité, Taoufi, il n'y a pas une semaine qui passe sans que nous serve une image forcément qui n'est pas celle qui est attendue par beaucoup de l'islam. C'est vrai que les termes sont compliqués. Quand on voit islam... Samira, si je permets, pas une priorité éditoriale, ce qui est différent. Elle est factuelle. Et c'est pour ça qu'on nous sert tous les jours du factuel, souvent rattaché en rapport avec l'actualité, les attentats, le hijab, le terrorisme, la violence. Mais en même temps, c'est le travail des journalistes. Nadia, tu es très bien placée pour savoir qu'on est là pour parler des faits. Les journalistes sont là pour parler, pour informer les gens finalement. Et malheureusement, aujourd'hui, l'islam est présent et pas toujours pour les bonnes raisons. Et c'est vrai qu'on pourrait aller plus loin et expliquer. Donc, moi, je voudrais revenir sur la complexité, finalement, revenir même à l'énoncé de cette conférence. Islam et médias, c'est très, très, très compliqué.
c'est très compliqué de ne pas tomber dans des généralités. C'est très compliqué de ne pas faire de confusion. L'islam, comme tu l'as bien dit, Raleb, toi aussi, Nadia, c'est pas un islam, c'est pas le monde musulman. L'islam ne se pratique pas de la même manière en Égypte qu'il ne se pratique en Irak, qu'il ne se pratique au Liban ou au Maghreb, et même au Maghreb, entre les pays du Maghreb. Donc c'est très compliqué. On dit le monde musulman, mais effectivement, et tu as bien fait de le préciser, Raleb, le monde musulman, en Égypte, il y a des Coptes. Il y a énormément de gens qui ne le savent pas. Il y a des minorités chrétiennes, et pas qu'en Égypte. Il y a également des gens de confession juive. Donc, c'est un sujet complexe, compliqué. Et le fait d'être musulman, même journaliste musulman, ne nous rend pas moins... ne nous protège pas plus finalement, parce qu'il s'agit de savoir. Si on n'a pas ce savoir, si on n'a pas cette culture sur l'islam, eh bien on va tomber exactement dans les mêmes travers. Donc c'est pour ça que je dis que la diversité dans les médias, c'est important. Alors après, c'est vrai que c'est un sujet anxiogène, c'est un sujet qui vend. Et vous savez, aujourd'hui, et peut-être qu'on pourrait parler de l'évolution des médias, aujourd'hui, une chaîne d'information, tu as cité BFM tout à l'heure, il y en a énormément des chaînes d'information. Donc il faut vendre. Et vendre, c'est vendre de l'antenne, c'est garder les téléspectateurs. Et c'est devenu aussi un business aujourd'hui. Une chaîne d'information doit pouvoir être réactive, même si on fait des erreurs, c'est pas grave. Il faut fournir de l'antenne, il faut fournir des reportages et être sur le terrain. Et c'est vrai que l'islam, c'est un sujet, mais vraiment vendeur. Les gens aiment avoir peur. Alors évidemment, c'est souvent des images stéréotypées. On a souvent parlé moi, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur le casting. Nadia aussi, tu l'as fait remarquer. Le casting, donc on a tout eu. On a eu les sportifs, on a eu les boxeurs, on a eu le karatéka, on a eu la lofteuse, on a tout eu. Et puis alors, il y a une chose aussi qui est assez extraordinaire quand on parle de l'islam, on aime bien sanctuariser des modèles. Alors on a ou bien le modèle de la personne complètement déguisée. En fait, on s'éloigne de ce que c'est que le citoyen. Alors, on a le monsieur avec sa barbe, sa djellaba, ou la femme complètement voilée de haut en bas. Donc même une image qui ferait même peur aux musulmans, finalement, à certains musulmans qui pratiquent, mais qui ne se reconnaissent pas du tout là-dedans. Ou alors la personne complètement révoltée, insurgée, qui, elle, a retourné la table, et qui a recherché la liberté. Et donc là, celle-ci, on la sanctuarise aussi. Ça, c'est le bon modèle. Et donc, le monsieur déguisé et la femme déguisée, ça, ce serait le mauvais islam, l'islam arriéré. Et face à ça, on a toute une partie de citoyens. Alors, c'est ça aussi. On revient. Alors, comment est-ce qu'on peut parler d'islam? Est-ce qu'on parle de l'islam, de la religion islamique, de comment on organise l'islam, les pratiques musulmanes, et du coup, là, il faut vraiment faire appel à des spécialistes qui parlent de théologie, peut-être. Ou alors on parle des musulmans. Et qui sont ces musulmans, en fait? Comment est-ce que vous pouvez savoir si telle ou telle personne est musulmane? Est-ce que ces personnes-là se définissent comme musulmanes? Est-ce que parce que je m'appelle Samira ou est-ce qu'ils s'appellent Mohamed, alors forcément ils sont musulmans? Mais en fait, on ne le sait pas. On est en France, on ne peut pas compter les musulmans, et puis on ne peut pas sonder les cœurs. Donc c'est là toute la difficulté, et c'est toute la difficulté des médias. C'est que quand... moi, je connais des journalistes qui veulent bien faire, mais c'est pas évident, en fait, de travailler sur un sujet comme celui-ci. Et vous faites comment? Donc, on parle de citoyens ou on parle de musulmans? Qui sont les musulmans? Et donc, ces musulmans-là, ou en tout cas les gens qui se définissent comme musulmans, qui sont pratiquants, qui sont surtout citoyens français, qui vivent paisiblement, quand ils voient cette image à travers les médias, sont forcément blessés, sont forcément, enfin, ne se reconnaissent pas. Et ce qu'on fait là, et c'est là où je parlerai de responsabilité, en fait, on nourrit la bête. On nourrit la bête. Et quand on parle d'islamisme, tous ces gens qui sont complètement dans l'extrême, c'est ce qu'ils attendent. Cette scission, finalement, entre les citoyens. On somme quelqu'un, on le ramène à son identité présupposée, parce que finalement, ce musulman-là, peut-être que finalement, oui, c'est sa confession, mais il est français.
il est citoyen français, il vit la laïcité et il n'aimerait pas qu'on lui rabâche en fait à la figure qu'il est musulman, il est juste français. Et alors sa pratique, elle ne concerne que lui, c'est une pratique propre. Donc c'est ça le problème aussi du traitement de l'islam aussi dans les médias, parce que les gens ne se reconnaissent pas et nous sommes en train de créer un monstre finalement à 10 pattes qui fait peur, qui terrorise tout le monde, qui s'appelle l'islam, mais finalement ce monstre-là, tout le monde y met ses peurs. Alors aujourd'hui, je pense qu'il faudrait peut-être revenir à la raison. Et effectivement, moi je pense que les médias n'ont pas découvert des professionnels de l'islam ou ces gens-là, ces penseurs, ces intellectuels existent depuis longtemps et la confusion existe aussi chez nous. Par exemple, tu as parlé de Monsieur Medeb, Abdelwahab Medeb, qui est un philosophe, Malek Shebel, qui est un intellectuel, mais ce ne sont pas des théologiens aussi. Il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on veut parler de théologie? Est-ce qu'on veut parler de textes coraniques pour essayer de comprendre, et ce serait bien aussi d'essayer de comprendre la philosophie de l'islam, quel est le message de cette religion? Et alors là, il faudrait vraiment faire appel à des spécialistes, parce que même un journaliste de confession musulmane ne saurait répondre à ces questions. Même un journaliste de confession musulmane n'aurait pas les outils, ne serait pas outillé pour le faire. Et je pense que ce serait contre-productif. Donc, il faudrait vraiment que les médias, peut-être, essayent d'aller vers ce genre de casting, comme tu le disais, Nadia, et pas rechercher la caricature du... et il y en a énormément sur Internet, de l'imam, en tout cas, qui parlerait très difficilement le français, avec un accent à couper au couteau, et qui vraiment ne représente personne, et qui fait beaucoup plus... et qui présente ses condoléances à Charlie. Ceci dit, je pense qu'il serait... Charles, je pense qu'il a peut-être un talent pour faire... C'est un gentil monsieur, mais qui, justement? La question serait de savoir qui propulse ces gens et qui décide de dire, voilà, c'est l'imam qui représente l'islam de France, ou c'est l'imam qui représente les musulmans de France, alors qu'il parle à peine le français et qu'il n'arrive même pas à s'exprimer et qu'il ne connaît même pas finalement la société dans laquelle il vit. Et les répercussions de cela, elles sont nombreuses et elles sont douloureuses au quotidien, dans les entreprises, dans les facultés, dans la société. Les gens, les citoyens français qui se reconnaissent en cette religion, je vous assure, ils vivent des choses vraiment douloureuses. Alors moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, finalement, c'est que moi, je suis contente d'être ici parmi vous, mais je pense que ce qui aurait été intéressant, c'est qu'on ait justement des journalistes qui font cette information-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un journaliste a très peu de temps et il doit fournir des sujets. Quand vous êtes dans une rédaction, vous êtes pris par le temps et on vous demande de faire des sujets, parce qu'aujourd'hui, Decathlon a voulu sortir une tenue, on va aller faire des reportages, on va essayer d'aller voir des femmes voilées, qu'est-ce que vous en pensez? Et ça va très vite. Et si je peux me permettre d'employer ce vocable pas très soutenu, mais entre nous, on se dit, je l'ai fait à l'arrache, quoi. Je l'ai fait à l'arrache, j'ai fait comme j'ai pu, parce qu'il a fallu faire vite. Et donc, une femme voilée, je lui demande ce qu'elle en pense, et je vais à l'extrême, parce qu'il faut bien que je donne l'opportunité à tous les bords de s'exprimer, et donc quelqu'un qui a vraiment peur de l'islam, et donc dans un petit micro-trottoir, très vite un sujet est bâclé. Et pareil pour les invités. Alors aujourd'hui on a des bookers dans les chaînes, et en fait le vrai booker c'est Google. Donc l'imam qui sait le mieux communiquer, ou le soi-disant expert sur l'islam qui se met en avant à travers des vidéos sur YouTube ou sur le net, c'est lui qu'on invitera, parce que finalement le travail est prémâché et les journalistes n'ont plus malheureusement le temps de faire le travail d'investigation, de recherche, d'aller dans des conférences, de regarder, de caster, de lire. Et cette idée-là m'amène à ce que je disais tout à l'heure. L'islam a peut-être évolué, a changé, mais les médias aussi ont changé. On est vraiment dans une démarche de business, et c'est là que le bas blesse. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Samira. Fonctionnement, bien sûr, des rédactions. Il y a
le traitement de l'information, les news, donc le factuel, et là effectivement les rédactions doivent faire vite, mais il y a aussi un deuxième temps dans le traitement de l'information, c'est là où on doit être beaucoup plus exigeant, parce qu'on a le temps nécessaire pour ne pas faire d'erreurs et faire les bons castings. Pour revenir justement à ce personnage loufoque, pour ne pas le citer... Elle est déjà citée. Voilà. Alors, Franchement. Des jeunes de banlieue ont provoqué justement une rencontre avec des journalistes de BFM. Et la question qui a été posée justement à 2 ou 3 journalistes de BFM, c'était de dire, mais écoutez, mais des imams éclairés, il y en a un paquet. Pourquoi est-ce que vous allez toujours chercher le même? La réponse, c'est étonnant, et bien parce qu'il est le premier à décrocher le téléphone, et c'est un personnage sympathique. Voilà les explications de nos confrères, avec tout le respect que je leur dois. C'est-à-dire, on a besoin d'un personnage loufoque pour parler d'islam. C'est ça la déduction. Disponible aussi, parce que la disponibilité est nécessaire. L'autre point que je voudrais évoquer, c'est très bien, parce que la parité est observée et vérifiée sur ce panel, Samira et moi. Pas la parité à 100%. Mais elle n'est pas à 100%, mais déjà c'est pas mal. Du tout, par rapport à des panels que j'ai vus hier, il n'y avait pas la parité. La question du voile, vous l'avez dit, Tawfiq. Hier, on a vu un débat hystérisant sur l'affaire Décathlon. Hein, et ce matin, ça continue avec les réactions des partis politiques, les LR et j'en passe et des meilleurs. Ça a commencé sur les réseaux sociaux. Exact. Mais là, ce sont les médias lourds maintenant qui traitent ce sujet-là. Le voile, on l'a tellement diabolisé qu'on a servi, justement, on a nourri la pensée salafiste. La diabolisation génère souvent le produit inverse. Pourquoi donner l'occasion? Alors attendez, pourquoi aujourd'hui on parle beaucoup plus justement des femmes qui portent le foulard? Bon, elles sont dans l'espace public, c'est un droit. On a interdit le niqab, on le sait, il y a des lois dans ce pays, on est dans un État républicain, dans le pays de Jean-Jacques Rousseau, du contrat social, donc on n'est pas dans une république bananière. Il y a un mouvement de femmes, les lignes sont en train de bouger, même dans les pays où on ne croyait même pas. En Arabie Saoudite, les femmes ont manifesté il y a 2 ou 3 semaines en portant le hijab à l'envers pour justement contester contre l'obligation de porter le hijab. Pourquoi on n'en parle pas? C'est un fait sans précédent. Dans le pays des mollahs, en Iran, tous les mercredis, les femmes, pas suffisamment, les femmes, justement, manifestent contre l'obligation de porter le foulard. En Algérie, les femmes déambulent et manifestent en haïk, pas en hijab. C'est dire que le hijab, c'est une invasion culturelle qui ne vient pas de chez nous. Le haïk, c'est authentiquement algérois et c'est un foulard en soie, enfin c'est une espèce de foulard en soie très subtil. Donc il y a un mouvement de femmes qui est en train de faire bouger les lignes, mais on n'en parle pas suffisamment, malheureusement, dans les médias. On en parle justement beaucoup et c'est justement très caricatural. Parce que quand on parle de l'islam, en général, on parle du voile. On parle toujours, ou alors de l'Aïd, et on va égorger le mouton, et comment on maltraite les animaux. C'est toujours, alors c'est des sujets, c'est un peu des marronniers qui reviennent, et je trouve que c'est justement un sujet caricatural, et au contraire, on parle beaucoup, moi j'ai, pour le coup, pour travailler, France Média Monde, RFI, on a beaucoup parlé des femmes en Algérie, en Iran, qui se révoltaient, même en Égypte, qui décidaient aussi de ôter leur voile. Donc c'est un sujet qui est vraiment, mais beaucoup apprécié, je trouve, dans les rédactions. En revanche, là où tu as raison, sans doute, Nadia, et c'est intéressant, parce que ça me fait penser à ça, c'est que souvent aussi, on en parle de la même manière. Moi, je vois qu'il y a... c'est des sujets, évidemment, anxiogènes, mais je vois que les journalistes, parfois, en fait, et là, c'est pas très joyeux à découvrir et à le dire aussi, parce que c'est aussi notre profession, mais au cours de plusieurs interventions dans des émissions, je me suis rendu compte que certains journalistes, en fait, entre guillemets, radotaient ou répétaient ou revenaient sur des choses qu'ils avaient lues, en fait. Mais ils ne l'avaient jamais constaté. Une simple question de dire, mais est-ce que, sur le voile, par exemple,
est-ce que tu as déjà interviewé des femmes voilées? Parce que c'est compliqué, le voile. C'est pas, on a toujours une vision un petit peu manichéenne. C'est bien, c'est pas bien, c'est contre. Enfin, les femmes n'arrivent pas à choisir leur destin, et d'autres qui disent mais non, mais c'est un droit des femmes si elles l'ont choisi. Bon, donc c'est compliqué. Il y a beaucoup de nuances à apporter. Et parfois, des journalistes sont sûrs d'eux et en fait, ils ne font que répéter ce qu'ils ont lu dans la presse ou les reportages. Est-ce que tu as déjà interviewé une femme voilée? Ah ben non. Ah, je ne sais pas, j'aurais peut-être commencé par ça. C'est un petit peu notre métier. Donc en fait, des choses complètement basiques dans notre métier sont complètement occultées quand on parle d'islam. De toute façon, l'islam est là pour nous ôter notre raison, notre liberté. Donc, de toute façon, avant même de traiter cette question, on a une idéologie, on a une idée, on est figé. Et là, peut-être que c'est un problème, peut-être qu'on devrait aider les médias, ou je ne sais pas, mais déplacer le curseur, et puis surtout que des professionnels, que des gens avertis, qui ont étudié pendant des années, qui sont connus, reconnus, puissent apporter leur regard et leur aide pour que les choses changent. Alors nous avons avec nous, voile, Tawfiq, si tu permets, bien sûr, le nouveau président de la Fondation de l'Islam de France, qui a du pain sur la planche, j'ai envie de dire, et surtout sur ce terrain, Ghaleb Benchir. Vous êtes un homme de médias, vous animez brillamment une grande émission de grande écoute, même si ce n'est pas de grande écoute parce que c'est le matin, le petit matin très tôt sur France Télévisions, mais aussi sur France Culture. Comment voyez-vous justement le traitement, puisqu'on parle du XXIe siècle? Comment doit-on traiter dans les médias aujourd'hui le fait islamique au XXIe siècle? C'est-à-dire que le traitement d'aujourd'hui et surtout celui de demain. Ghaleb, c'est une déformation professionnelle, donc je m'ingère un petit peu. Juste sous contrôle, sous l'autorité du média. Juste pour un peu d'organisation, puisque vous êtes du public, donc moi je vais vous proposer qu'on laisse Ghaleb Benchir répondre à la question, qu'on donne la parole à Nasser Ahmed pour son témoignage, qu'ensuite qu'on vous tend le micro pour poser des questions, et comme ça devient un peu plus interactif, parce que vous n'allez pas être uniquement des spectateurs. Exactement ce que j'allais dire. Je réponds volontiers à la question de Nadia, et je n'éluderai jamais une question lorsqu'elle vient d'une femme, d'une amie, d'une journaliste d'intelligence et de compétences. La deuxième chose, je me suis retourné vers le président de séance parce que je le fais sous son contrôle et sous son autorité. Et troisièmement, je n'oublie pas que notre ami Nasser a à faire son témoignage. Et j'ai mangé 30 secondes du montant de parole. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas à inviter l'école pratique des hautes études par écran interposé dans les foyers francophones. La question n'est pas là. On ne leur demande pas d'être des islamologues et de faire des débats pointus sur le fait islamique. Ce que nous souhaitons, et je ne dis pas nous autres citoyens musulmans, etc., c'est simplement comme des êtres humains, je répondrai après à la question de la fondation, c'est qu'il y ait un traitement avec froideur d'esprit, distanciation, j'ose croire avec intelligence. Comme il n'y a pas mieux que les exemples pour faire passer des idées, simplement le drame avec les exemples, c'est qu'on pense qu'ils doivent être généralisables. Mais ça dit ce que ça dit. Samira a juste raison, elle a parlé de l'Aïd, de la fête du sacrifice appelée la fête du mouton. Le pauvre mouton n'est pas à la fête, les musulmans ne fêtent pas un mouton, et ce n'est pas la fête du mouton qu'on arrête. Parce que même dans la tradition classique, il est dit qu'on peut immoler un caprin, un ovin, un bovin ou un camelin. Donc il ne s'agit pas nécessairement, j'allais dire, d'un bélier. Et en plus, c'est la geste d'Abraham qui est à commémorer, et c'est le plus important. Donc qu'est-ce que ça dénote? Ça dénote une méconnaissance du sujet qui est peut-être due à la sécularisation, on ne connaît pas en gros ce qui se passe dans les traditions religieuses, etc. Pour cesser avec la paranoïa, c'est malheureusement une méconnaissance d'un sujet grave dans lequel vient se greffer la méconnaissance du fait islamique de par
l'épouvante qui lui est accolée par les uns et les autres. Le second point, comme ça il n'y aura pas de troisième, c'est que j'ai entendu de mes propres oreilles des journalistes, au lieu d'être médiateurs, c'est-à-dire ils sont entre l'interviewé et l'ensemble de la nation, ou l'ensemble de quiconque veut bien écouter la dite interview, des journalistes qui disent « eux et nous ». Alors, quand est-ce que vous faites le ménage chez vous? Parce que ça ne va pas chez nous. Mais malheureusement, l'interviewé ne dit pas « mais qui c'est vous? Vous, c'est qui ?» Et du genre vous nous rassurez là par ce que vous dites. C'est-à-dire que, je reviens à ma phrase, il y a dans notre nation des eux et des nous, et les eux ne sont pas chez eux, chez nous. Et quand ils sont chez eux, ils ne sont pas totalement chez eux, chez nous. Et c'est le fait d'être, au lieu d'être un porte-parole, un médiateur au sens premier du terme, on devient partie prenante d'un débat. C'est vrai que j'ai dit, c'était le second point, d'une manière qui en découle, il y a cette idée de dire, oui, mais si je fais venir quelqu'un appartenant à la sphère islamique, mais qui me parle de Rousseau, de Voltaire, etc., ce n'est pas le musulman iconique, le prototype, ce n'est pas archétypal. Donc moi, je préfère aller, pardon, je ne dénigre pas et j'ai beaucoup de respect pour la dignité humaine chez quiconque, je vais à Barbès et je fais une sorte de micro-trottoir et puis je parle de la foi, de l'islam, qu'est-ce que vous pensez du terrorisme, de Khaled Kelkal, que sais-je encore, de Mera, etc. Et ça donne une information généralisable à l'ensemble de la civilisation islamique. Alors, la Fondation de l'Islam de France, oui. Quand je la résume en 2 mots, parce que j'ai eu l'occasion de donner la feuille de route, c'est un enjeu de civilisation marié à une cause nationale. L'enjeu de civilisation est à gagner, est à relever ce défi. Il dépasse le cadre de la France. Renouer avec l'humanisme d'expression arabe qui a prévalu en contexte islamique et qui est effacé des mémoires, occulté, insoupçonné même, et il est temps d'en renouer. Et il est temps de le conjuguer avec d'autres apports humanistes. Et il y aura beaucoup de choses à dire là-dessus. Il ne fallait pas poser cette question-là, mais je vous rassure, on ne le fera pas ce matin. La cause nationale, si on pense qu'on a un problème, a priori, quand je vois la manchette du Figaro, tiens, je cite, le ministre de l'Intérieur est sur tous les fronts, l'insécurité, la Corse et l'islam, ça ne date pas d'hier, certes, mais du temps d'un certain ministre de l'Intérieur, on voit bien qu'on a un problème. Et donc, cette cause nationale doit être l'affaire de l'ensemble de la nation. Et donc, on s'en donne aussi les moyens humains, intellectuels, matériels. Et je lance un appel, aidez-nous. Aidez-nous, nous avons besoin de cette aide pour l'ensemble. Aidez-nous parce que malheureusement, la vilainie des hommes n'a pas de limite. Aidez-nous parce que malheureusement, la lâcheté des hommes n'a pas de limite aussi. Je ne parle pas le fait de descendre dans la fosse aux lions, d'aller se bagarrer contre les fondamentalistes ou les salafistes. La question n'est pas là. Nous sommes prêts, nous y allons. Et votre serviteur ira. En revanche, ceux qui mettent les bâtons dans les roues pour des mesquineries, pour des bassesses, eh bien là, malheureusement, notre pays aura l'islam qu'il mérite. Ou un islam de beauté, d'intelligence, d'humanisme et de fierté, où on aura toujours l'épouvante et la médiocrité qui collent à la peau. C'est un choix à faire, un choix de civilisation et une cause nationale. Merci. Nasser Khmir et le témoignage. Ce que j'ai entendu ce matin me rend tellement mélancolique que je ne peux pas me mettre debout sans m'appuyer sur quelque chose. Pour commencer, je ne devrais pas faire partie de ce panel de médias.
il y a une contradiction entre art et médias aujourd'hui. À mes yeux, c'est des frères ennemis. Ils travaillent sur le temps court et je travaille sur le temps long. L'art ici n'est pas pour illustrer les guerres, les événements et le reste. J'ai failli garder le silence. Mais je vais m'appuyer sur des questions que vous devez vous poser et que je me pose. Je vais essayer de répondre. Qui parle et d'où il parle? Je suis né en Tunisie. Je suis cinéaste et pas seulement. J'ai fait 15 films, 15 livres, des expositions. Et mon métier, j'ai fait plusieurs métiers pour vivre, parce que chez nous, le cinéma ne paye pas. Mon travail le plus connu, c'est la trilogie du désert. Ces 3 films, Les baliseurs du désert, Le collier perdu de la colombe, Baba Aziz ou Le prince qui contemplait son âme. Ce travail a été acquis au moins dans une centaine d'universités américaines. Alors, sur quoi je travaille? Je travaille sur le temps long. Depuis 45 ans, je travaille sur le cœur et le corps le plus profond de cette civilisation qu'on appelle arabo-musulmane. On dit arabe parce que c'est la langue qui nous lie. Et la langue, pour moi, c'est le pays. C'est ni la Tunisie ni le Maroc, c'est la langue. Et puis, la civilisation arabo-musulmane, parce que pour moi, l'islam, il a offert au monde une civilisation d'abord. Le fait religieux, au départ, il a donné une écriture, il a donné plein de choses. Il a cristallisé quelque chose. Donc c'est ça qui m'intéresse. Et donc, je m'intéresse très peu à la religion, au discours. Il y a tellement de clôtures autour de cette religion qu'on passerait sa vie à en faire simplement l'inventaire. Je ne vais pas rentrer dans... C'est le soufisme qui m'intéresse parce que c'est le cœur vivant, c'est le cœur esthétique. C'est là où je me suis enraciné. On me demande souvent, chaque fois que je fais un film, pourquoi vous faites ce film? Je répondrai simplement par amour. J'ai essayé d'enlever autour de moi et dans mes gestes, de me départir de la haine et de la peur. Les enfants dans le monde musulman ou dans le monde arabe sont souvent éduqués par la peur et j'ai eu beaucoup de temps à m'en défaire. L'un des films, le Baba Aziz ou Le prince qui contemplait son âme, on me dit pourquoi vous avez fait ce film. C'est un film qui parle de l'islam. Je réponds toujours avec cette anecdote, si votre père, vous marchez à côté de votre père et que votre père tombe, et qu'il tombe le visage dans la boue, qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez votre veste, vous enlevez votre chemise, ou vous allez essayer de lui essuyer son visage. Le visage de mon père, c'est l'islam. Moi, j'ai essayé de l'essuyer avec un film. Et l'islam ici, pour moi, ce n'est pas la religion, encore une fois, c'est la civilisation. D'ailleurs, le titre, rien que le titre, demande une explication. C'est quoi ce prince qui contemplait son âme? Est-ce Narcisse? Parce qu'au fait, il regarde dans l'eau
Il regarde son visage, non. Ce n'est pas Narcisse qui regarde son visage, c'est un derviche qui contemple son âme dans l'eau. C'est cette âme-là que je cherche, sur laquelle j'ai travaillé. Souvent, malheureusement, la modernité a négligé l'invisible. Et tout mon travail, j'ai vécu entre la France et la Tunisie, et tout mon travail est de jeter un pont entre le nord et le sud. Une anecdote. Un jour, et c'est la seule fois qu'on m'a demandé de faire un film de commande, un jour on m'a demandé de faire un film sur la francophonie en Tunisie. Et j'ai dit, vous voulez la francophonie en amont ou en aval? Il dit quoi? Il y a une francophonie en amont, une francophonie en aval? Qu'est-ce que vous voulez dire? Il dit, avant la colonisation ou après la colonisation? Ah bon, il y avait une francophonie avant la colonisation? Mais si. Oui, il y a eu Antoine Galland qui a traduit Les Mille et Nuits, qui l'a fait connaître au monde. Ah bon? Et j'ai fait un film sur, Les Mille et Nuits, difficilement, mais je l'ai fait. Et c'est une commande d'affaires 3, il faut le signaler. Le film n'est jamais passé. Enfin, pour récupérer l'aide du CNC, parce qu'il faut une diffusion pour récupérer de l'argent du CNC, ils l'ont passé à faire 3 Bordeaux à 2 heures du matin. Comme ça, ils sont sûrs que tout le monde dort. Mais j'ai d'autres anecdotes, j'en ai plein. Je raconte une autre très vite aussi, c'est avec Arte, avec un co-réalisateur de la boîte, d'Arte même, on voulait faire une soirée thématique sur les Mille et Nuits. Moi, je n'aurais jamais eu la réponse, parce qu'on ne vous dit pas pourquoi on fait ou on ne fait pas les choses. Mais lui, il m'a rapporté qu'on lui avait dit on ne veut pas qu'il fasse les Mille et Nuits telles qu'il l'imagine. On voudrait faire les Mille et Nuits telles que nous les imaginons. Voilà la différence. J'ai oublié de vous dire que pour les convaincre, pour accepter que je fasse les Mille et Nuits pour Affaires 3, je leur ai dit pour vous, est-ce que la francophonie est un pont à un seul sens? Ou est-ce qu'on peut aller dans les deux sens? Et c'est comme ça que, gêné, parce que c'était quand même le producteur était un homme de culture, il a accepté l'idée. Et pour Arte, la chose ne s'est pas faite. Alors pourquoi le Mille et Nuits? Pourquoi je tiens au Mille et Nuits? J'ai tendance à penser, c'est ma vision des choses, que cette civilisation arabo-musulmane, puisque c'est ce qui est courant de dire, est bâtie, mais c'est ma vision, vous m'excuserez, mais elle est comme entre 2 livres. Le Coran et les Mille et Nuits. Le Coran, c'est comme si le Coran descendait du ciel en disant « voilà comment vous devez vivre ». Et les Mille et Nuits montent du peuple en disant « voilà comment on aimerait vivre ». Et toute cette civilisation, elle est entre les deux. Elle est ni l'un ni l'autre. C'est pour ça que, au fait, la chose est simple. Tout homme, quel qu'il soit, dans n'importe quelle civilisation, il porte cette contradiction de la bataille entre le désir et la loi. On ne peut pas être homme si on refuse cette bataille. Alors, peut-être que ce que j'ai fait pour Affaires 3, ou d'ailleurs aucun de mes films n'est passé jamais dans aucune télévision ici ou en Europe, peut-être que mon travail est nul. C'est possible. Je vous donne 3 témoignages. En 2017, la Cinémathèque de Sao Paulo, du Brésil, m'a invité pour présenter un cycle de 6 films. Toujours
Non, qu'est-ce que je raconte 2017. Oui, je confonds les temps. En 2017, au jour, la Mostra de Venise, la Mostra de cinéma de Venise, qui chaque année sélectionne 18 films classiques, elle a choisi Les Baliseurs du désert comme un film classique parmi d'autres films. Il y avait dans le lot Antonioni, Spielberg, Ozu et d'autres. Enfin, en 2018, Godard, dans son dernier film, Le Livre d'images, il a pris 4 extraits de mes films, des extraits de mes 4 films, Les Baliseurs du désert, Le Collier perdu de la colombe, Baba Aziz et Shahrazad ou La parole contre la mort. D'ailleurs, mes amis souvent, pour me taquiner, disent alors, Godard t'a téléphoné pour demander l'utilisation des extraits? Je dis pas du tout. Il t'a payé? Non, il ne m'a pas payé. On ne demande pas au pape de cinéma de payer. Enfin, à quoi sert, si Godard a choisi mes films, que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontrés, c'est parce qu'il cherche une image différente. C'est la question de l'image, une image différente. Une image qui s'enracine dans une civilisation, qui n'est pas là pour rendre service à une demande tacite, à la puissance d'argent et des médias. Et à quoi sert cette image? À mes yeux, il y a eu, parmi les violences, à part les guerres, à part tout le reste, les exils, il y a eu quelque chose d'encore de plus terrible, c'est là une mort anthropologique dans nos sociétés. Et avec cette mort, il y a une disparition du corps. Toute cette civilisation qui a construit son être profond autour du corps, en un siècle, ça a disparu. Ça va? Pour le temps. Et donc, mon travail, c'est de restituer ce corps. Parce qu'on peut faire tous les discours, toutes les analyses, mais si le corps ne repart pas, on ne pourra pas habiter ces lieux. Comment restituer le corps de cette civilisation? Mais il existait au départ. On parle de la mosquée, mais tout le monde a oublié que la mosquée n'était pas seulement un lieu de culte. C'était un lieu de culte, un lieu de culture, un lieu de savoir. Peut-être il est temps de reprendre cette formule. Enfin, je ne vais pas... J'arrive à... Vous savez, l'homme est comme un iceberg, 9/10 sont sous l'eau. Et cette part disparue, cachée, demande beaucoup de travail, surtout pour les artistes, pour la restituer. Termine, quelles sont mes difficultés? Très simple. Pour Baba Aziz, j'ai mis 10 ans pour trouver l'argent. Mais je suis têtu. C'est la seule qualité que j'ai héritée de mon père. La deuxième, mais il y a encore beaucoup de difficultés, même si on fait une œuvre, la transmission, les relais sont absents. Parce que d'un côté, ici, c'est les médias, et les médias, vous avez entendu parler de ce qu'ils font, mais l'affaire n'est pas d'aujourd'hui, elle vient de loin. Si vous regardez très bien, 3 choses. On a tenu à dégrader cette culture, cette civilisation dès le début. Vous prenez le mot Mohammed, qui est le mot le plus parfumé, le plus sacré pour nous. Il devient l'anonyme, le métèque. Vous prenez souk,
qui est l'organisation, l'ordonnance fractale la plus incroyable. Il n'y a pas un millimètre qui est perdu dans un souk et ça devient n'importe quoi. Vous prenez ce mal-là, et je m'arrête là. Enfin, donc moi je me trouve dans un isolement de deux côtés. De l'autre côté de la Méditerranée, on me dit, sur quoi tu travailles? Il y a des urgences, il y a la guerre. Et de ce côté, on me dit, mais qui êtes-vous? Vous prétendez à une civilisation? Vous avez une filiation? Vous n'êtes qu'un émigré? Je n'ai jamais été migré. Je suis exilé, mais pas immigré. Mon combat aujourd'hui, il est très simple. C'est de donner une chance pour les enfants, tous les enfants, à travers une éducation artistique, une éducation à l'image, parce que l'image est une arme fatale et très dangereuse. Je termine avec deux mots. Le premier, on a parlé d'humanisme ici. Mon dernier film, c'est sur Walada. Walada, une princesse andalouse du début du XIe, qui a fait salon littéraire chez elle. C'est peut-être la première femme en Europe. Elle est musulmane, mais c'est la première femme en Europe qui a fait un salon littéraire de la vie d'André Miquel, en disant 6 siècles avant nous. Et pour parler d'un humanisme qui est parti de là-bas. Et puis, M. Salah Stiti, qui dit Hölderlin et son commentateur Heidegger dit l'homme doit habiter poétiquement le monde. Comment on dit un vers de poème en arabe? Ça se dit beit, maison. Donc on habite le monde depuis le 5e siècle, depuis le premier poème qui a été dit en arabe. Enfin, il y a un hadith que j'aime beaucoup qui dit Allahu jamilun wa yuhibbul jamal, Dieu est beau, il aime la beauté. Là où il y a de la beauté, il y a de l'amour. Là où il y a de l'amour, il y a de la beauté. C'est tout ce qu'on doit enseigner aux enfants. Merci. On va finir en beauté. Je regarde Louisa, je ne sais pas si c'est moi qui dois donner le micro au public ou s'il y a déjà des micros qui sont installés, je ne sais pas. Quelqu'un peut me répondre? Vous avez des micros devant vous ou pas? Non, d'accord. Alors, on va essayer, puisqu'on est limité par le temps. On a, pour faire large, on va vous donner 15 minutes, voilà, parce que j'étais censé terminer à 11h. Là, il est moins 10, donc on va prolonger un tout petit peu de 5 minutes. On va prendre, disons, pour être dans la parité, on va prendre 4 questions. S'il vous plaît, il faut que les questions soient directes et courtes, et comme ça, on avance. Alors, on va respecter la parité entière. On va commencer par une dame. Je vais lui donner le micro, allez-y. Non, c'est pas grave. Je vous remercie. Je voulais parler au sujet de l'intervention de Nadia. Et elle a parlé du fait que les médias ne parlent pas du fait des tendances des femmes qui essayent d'obtenir leur égalité vestimentaire. Parce que ici, ce qui m'a toujours intriguée, c'est que l'islam, c'est la seule religion qui connaît des 3 religions l'égalité ontologique de l'homme et de la femme. Et paradoxalement, c'est dans les pays, je ne dis pas l'islam, là je dis dans des pays majoritairement musulmans, on essaye de garder l'inégalité juridique des femmes. Et là, on ne peut pas dire que ça c'est de l'islam, parce que dans les autres religions, l'égalité juridique a été obtenue. Elle n'était pas d'ordre religieux. Et là,
ce qui me dérange un petit peu, on a parlé de décathlon aussi, et c'est que les femmes ont droit à l'islamisation de la modernité, alors que les hommes ont droit à la modernisation de leur tenue vestimentaire. Et je pense qu'ici, je suis vraiment pour l'égalité. Qu'une femme ici veut porter le foulard ou pas, c'est son affaire. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils bénéficient de l'égalité juridique. Alors, en portant le foulard, ils donnent droit aux mollahs et d'autres personnes qui essayent d'imposer l'inégalité aux femmes, vestimentaire et juridique aux femmes. Et là, elles font du tort à ces femmes. Elles sont libres de le porter, mais elles doivent être conscientes. Il ne s'agit pas d'interdire, mais de conscientiser que ces femmes, qu'en portant ce foulard, elles portent atteinte à l'égalité juridique des autres femmes. Si elles veulent le porter, qu'elles le portent, mais qu'elles soient conscientes de ça. Et le fait de mettre en évidence que ces femmes sont sorties dans la rue, ça empêche les moulahs et d'autres de les emmener en prison. Elles ont besoin d'être soutenues. Il ne faut pas garder sous silence. Ça m'a un peu dérangé que vous ne soyez pas d'accord avec cette mise en évidence du soutien des femmes. Je vous remercie. Pas d'accord, il faudrait juste essayer de comprendre c'est ma pas grave pensée. parce qu'on va jamais pouvoir... Non, si, c'est important. Je n'ai pas dit que je n'étais pas d'accord. J'ai dit qu'en fait, on parlait de ces femmes. Nadia disait que les médias ne relayaient pas assez cette information. En Iran, par exemple, des femmes qui sortaient, qui manifestaient. Et donc, je disais à Nadia, c'est pas vrai parce que nous, on en parle beaucoup. Au contraire, comme c'est quelque chose d'assez positif, et qu'il faut absolument qu'il y ait cette dynamique, comme vous venez de le soulever, que les femmes soient conscientes, donc on en parle. C'est au contraire un sujet qui a été beaucoup relayé dans les médias. Donc là-dessus, on est d'accord. Alors, une question, s'il vous plaît. Bonjour, merci pour votre invitation. Je voulais simplement, puisque le thème est les médias et l'islam, vous raconter une petite histoire très brève. Un jour, un jogger était en train de courir le soir dans un parc à New York. Et en passant devant un arbre, il voit un grand chien qui voulait attaquer une jeune fille. À un moment, il s'approche et il chasse le chien et fait descendre la fille. Et on voit les parents qui arrivent parce que depuis plus de 2 heures, ils cherchaient leur enfant. Le journaliste arrive, prend ce jeune par la main et s'adresse à la caméra en disant « Je suis heureux de voir ce héros, ce New-Yorkais. » Et puis le jeune lui dit « Je ne suis pas New-Yorkais. » Qu'importe, il lui dit. Un jeune Américain qui sauve une fille d'une mort certaine parce qu'elle allait se faire mordre par ce gros chien. Il dit « Je ne suis pas Américain. » Alors il lui dit « Mais t'es quoi ?» Il dit « Je suis arabe d'origine musulmane. » Alors le journaliste s'adresse à la caméra et leur dit « Voici un islamiste qui a attaqué un petit toutou américain. » C'est vous dire que les médias ont un rôle très important. Il faut être basané, il faut être arabe, pas forcément musulman, parce qu'il y a des arabes qui sont chrétiens et athées, pour faire le buzz. Si vous voulez écrire quelque chose sur l'islam, quelque chose de positif, aucun éditeur ne prendrait. Mais si vous voulez parler de l'islam en termes négatifs, eh bien, on va se disputer pour avoir votre ouvrage. Et moi, je suis très heureux aujourd'hui que le docteur Ghalib, enfin quelqu'un de compétent, d'honnête, de sincère, qui défend l'islam, qui parle de l'islam, qui explique l'islam. Parce que nous sommes habitués depuis des décennies à avoir des gens incompétents, incultes,
un imam qui s'adresse à la caméra lors des attentats de Charlie Hebdo et qui dit je présente mes condoléances à Monsieur Charles et à sa famille. Et on dit, voilà, c'est votre représentant. Alors, nous sommes heureux aujourd'hui. On en a parlé. Vous en avez parlé? Oui. Eh bien, c'est bien de rafraîchir la mémoire. Très bien. Voilà, et je vous remercie. Très bien, merci. Alors, madame, s'il vous plaît, restez un peu... Voilà, c'est là. Si vous pouvez être... bref. Merci beaucoup, Fadila Méal, conseillère de Paris. Moi, je suis très, très heureuse qu'à la faveur de cette rencontre, on aborde la question à la fois des médias et de l'islam. C'est Einstein qui disait « il est plus difficile de tuer un préjugé qu'un atome ». Et donc, la question de la représentation et des préjugés est très importante. Et vous le savez, vous l'avez dit avec beaucoup de brio, que les médias y participent. Il y a un autre marqueur dans l'islam qui est très important, et notamment en Europe, c'est les femmes. Les femmes sont des marqueurs parce qu'on considère que le degré d'une civilisation il tient aussi à la place qui est laissée aux femmes. Et moi, la question que je pose, on le voit bien dans les médias aujourd'hui, rien que ce matin avec l'affaire Décathlon, c'est à travers que les femmes que l'islam est regardé. La question que je pose à tous nos interlocuteurs, quel travail pouvez-vous mener, en effet, pour appréhender mieux cette question et pour ne pas faire des femmes, en effet, des oripeaux par lesquels se cache à la fois l'islamisme, mais aussi l'islamophobie. Je vous remercie. Merci d'avoir été brève. Monsieur, juste une question, après Madame Boumedienne et après les réponses. Maher Benazouz, responsable associatif. Pourquoi l'islam est mal aimé? Pourquoi l'islam fait peur? L'islam est-il compatible avec la République? Peut-on encore critiquer l'islam? Toutes ces questions reviennent sans cesse. Cet acharnement sans gêne et cette remise en cause permanente de la légitimité des musulmans par certains médias et par aussi certains politiques nous vraiment gênent. Ma question, elle est la suivante. Ces médias, ces hommes et ces femmes politiques, que cherchent-ils? Cherchent-ils à inciter les Français à la haine contre l'islam et les musulmans ou cherchent-ils une autre chose? C'est ma question. Merci. Merci. Madame Boumedienne. Moi, je me permettrai de faire quelques petites réflexions, étant donné que j'ai fait 10 ans d'études islamiques et que je me suis beaucoup intéressée aussi bien à la situation de la femme, fille la période dite d'El-Jahiliya, que dans les débuts de l'islam. Il y a pour moi, enfin, j'ai regretté qu'on n'ait pas parlé de la philosophie de Seyyid Qutb, qui est mort à l'époque de Jemal Abdel Nasser et qui est la philosophie des frères musulmans. À savoir qu'on doit faire, dans cette philosophie, on doit mener le combat dans tout le djihad, dans tout État qui n'applique pas la charia. Donc, c'est pour ça cette doctrine ne reconnaît pas la patrie. Parce que quand on vit dans un pays qui n'a pas adopté, dont le gouvernement n'a pas adopté la charia, ça ne peut pas être la patrie de ces personnes. De même pour l'islam, on ne reconnaît l'islam que dans le pays qui a adopté la charia. Alors comment, donc on comprend tout ce qui s'est passé en Algérie, en Tunisie, ce qui se passe en Arabie Saoudite et aussi bien avec des débordements en Iran. Bon, on a parlé hier de l'apostat. Moi, je trouve qu'il faut combattre ces personnes. Aujourd'hui, ce sont les médias. Hein. Pardon? Aujourd'hui, le sujet, ce sont les médias. Oui, alors on avait dit hier, on n'a pas eu de débat hier. Alors si on se limite aux médias, moi je voulais... Si vous voulez faire le débat d'hier aujourd'hui, je veux bien. Bon, on a parlé hier de l'apostat. Or,
comment combattre cela? Mais pour tous les musulmans, on vous dit, vous avez dans le prophète un exemple. Or, quelle a été l'attitude du prophète quand le troisième calife de l'islam, qui ne l'était pas encore, qui était Othman ibn Affan, est venu le trouver parce que le propre frère de lait de Othman ibn Affan, qui s'appelait Abdallah ibn Saad, avait été le secrétaire du prophète et avait apostasié à l'époque du prophète. Il avait été condamné à mort. Mais lorsqu'il y a eu Fath Mecca, la conquête de la Mecque, Othman est venu et a imploré la grâce du prophète pour son frère de lait. Et le prophète a accepté cette grâce, et ce frère de lait deviendra après, en Égypte, il sera gouverneur de l'Égypte au temps du calife Othman, et à ce moment-là, il deviendra gouverneur de l'Égypte, et cette histoire d'apostat, voilà. On a oublié de dire aussi qu'il y avait eu l'apostasie dans les derniers mois de la vie du prophète. C'était au Yémen, El-Aswad al-Yansi. Et après, il y a des gens qui ont apostasié, qui ont été après combattre dans les rangs des musulmans à l'époque d'Abou Bekr. Moi, je dis donc qu'il faut combattre ces gens-là en connaissant parfaitement l'histoire de l'islam et des grands penseurs de l'islam. Et c'est comme ça qu'on peut leur répondre sur le même plan que vous pratiquez un islam qui n'a rien à voir avec ce que voulait le prophète. Et voilà, je dirais aussi qu'en ce qui concerne la femme, eh bien, ce sont quand même les musulmans, les poètes arabes. Ça a commencé fil jahiliya, ça s'est continué après, qui devaient commencer chaque poème avec ce qu'on appelle le nasib, qui est un éloge à la femme, à sa beauté, son intelligence. Et quand il y a eu la conquête de l'Andalousie, et que le pouvoir omeyyade s'est déplacé en Andalousie, eh bien, à ce moment-là, le catholicisme, à cette époque-là, au Moyen-Âge, comparait la femme, envoyait un instrument de Satan. Et ce sont les poètes d'origine musulmane qui ont introduit en littérature l'amour courtois. Je serais très heureux d'animer un panel pour parler de l'histoire de l'islam avec vous, Madame Boumedienne. Je crois que quelqu'un peut-être, mais vraiment une petite question, parce que sinon on a déjà dépassé. Madame. Oui, mais moi j'entends, mais votre micro ne marche pas. Ça marche, oui. Moi d'abord, je voudrais vous remercier pour cette conférence que j'ai trouvée d'une qualité absolument exceptionnelle. Merci. Et justement, je trouve que dans les médias, il y a deux thèmes qui sont essentiels à la société française et sur lesquels on ne parle jamais. L'un, c'est l'Europe, et je tiens à le mentionner, et c'est très important pour chacun. Et l'autre, c'est l'islam. Et c'est deux thèmes sur lesquels il y a un manque d'information absolument fondamental. Et par conséquent, moi, madame, ça ne m'intéresse pas d'entendre l'opinion de telle ou telle jeune femme sur tel ou tel problème, mais je trouve qu'on devrait avoir beaucoup plus dans les médias, et notamment dans les services publics, dont la mission est l'information du citoyen, des séances véritablement informatives, à la fois sur l'islam et d'autres thèmes éventuellement sur l'Europe. Mais nous avons un grand manque d'informations, c'est mon avis. Merci. Madame derrière, juste une question et ça sera la fin parce qu'on va répondre. Il y a deux dames, ok, allez-y. Et madame aussi. Oui, ben allez-y madame. Bonjour, moi j'ai juste une question. Par rapport, on a invoqué la thématique de la femme voilée dans les médias. Il y a souvent un certain cliché qui se répète toujours, la femme voilée qui est prisonnière, soumise, etc. Par contre, quand une femme
affirme une certaine réussite au niveau professionnel, artistique, intellectuel, sportif, et qu'elle est voilée, alors quand elle se représente dans la discussion, on oublie en fait ce qu'elle a fait, mais on commence à discuter la forme. Et on revient au même procès de chosification de cette femme et la réduire à son corps, qu'on tend à voilà. On veut la libérer de son corps et à la fin de compte, la femme voilée revient à cette chosification. Donc il y a certaines dualités que les médias essaient de le C'est pas la vie de la maison Hermès, je pense pas. Mademoiselle ou madame? Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette conférence très riche au plan intellectuel. Je voudrais simplement réagir comme mademoiselle derrière aux propos justement qui ont été tenus par la première dame, la première intervenante. Par rapport au foulard, donc, je voulais simplement dire que le foulard existe bien longtemps avant les mollahs et l'islam politique, et que ce n'est pas de notre faute s'il a été instrumentalisé par la suite. Je comprends le combat des femmes qui ne voudraient pas porter le voile, je les soutiens, moralement ils ont tout mon soutien pour ce combat, mais il faut comprendre aussi que beaucoup de femmes musulmanes ne conçoivent pas le voile comme un outil d'oppression et qu'on n'a pas toutes évolué dans le même environnement. Chacune d'entre nous a son histoire, chacune a évolué dans un environnement particulier. Vous dites que les femmes voilées atteignent l'égalité juridique à laquelle ambitionnent d'autres femmes, mais vous oubliez également que les femmes voilées elles-mêmes ambitionnent, veulent cette égalité juridique également. Elles se battent pour elles. Et je regrette aussi que vous considériez que les femmes voilées sont un frein à l'émancipation des femmes. Je pense que vous n'avez pas assisté à la même conférence parce que ce que vous venez d'évoquer, en fait, c'était une intervention de quelqu'un dans le public. Oui, tout à fait, c'est ce que j'ai dit. Qui a donné son avis. Et, oui. Mais pas le panel. Oui, ça n'était pas dans le panel. Non, mais il faut le préciser parce que les mots sont importants. Bien sûr. C'est très important de préciser votre pensée. Mais j'ai dit que je réagissais au oui, propos d'une des intervenants dans le public. C'est l'interactivité dans la salle. D'accord, très bien. Vous interpellez le public, continuez à le faire, c'est très bien. C'est bien. Non, mais moi, par contre, c'est bon? Oui, je voulais juste terminer sur un mot. Donc, je disais que en tenant de tels propos, on était en train d'exclure près de la moitié des femmes musulmanes dans le monde et qu'on ne pourra pas achever cette émancipation sans elles. C'est tout. Très bien. Donc moi, je vais réprimer mes deux collègues journalistes parce que je peux me le permettre, mais je vais donner la parole à Ghaleb Benchir pour répondre vraiment en très peu de temps question parce que tu représentes l'islam apparemment. Je ne représente que ma petite personne et encore, elle me pèse lourd et je m'approche de l'estuaire du fleuve de ma vie pour me jeter peut-être dans la vie éternelle. Je rectifie deux choses. La première, ici, c'est le citoyen qui parle, rien d'autre. Deuxièmement, je ne défends pas l'islam. C'est pas que j'ai pas envie, mais ce n'est pas mon rôle. Je fais mienne sans étalage d'une vaine érudition cette parole de Abd el-Muttalib, le grand-père du prophète, qui, vers 570, Abraha, l'Abyssin, est venu dévaster, détruire la demeure, la Kaaba. Et la réponse d'Abraham, mais moi je ne suis responsable que de ma chapelle, cette demeure a un Dieu qui la préserve. Donc la tradition islamique, la civilisation islamique a, pour ceux qui pensent qu'il y a un Dieu, il préservera ou pas cette tradition. Ici, ce qui prime, dès lors que j'ai accepté une responsabilité de présider aux destinées de la Fondation de l'Islam de France, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'il n'y ait pas de difficulté. Notre débat ce matin qui commence à s'électriser montre qu'il y a là des sujets explosifs qu'il faut savoir apaiser, rasséréner nos compatriotes, nos concitoyens, quiconque à propos de ce sujet.
Et j'ai la faiblesse de croire que lorsque nous nous y mettons tous, nous finirons petit à petit par sortir de l'ornière. Il faut simplement avoir la volonté de le faire et on y arrivera par l'éducation, l'instruction, l'acquisition du savoir, la connaissance, l'ouverture sur le monde, l'altérité confessionnelle, l'inclination pour les valeurs esthétiques, pour la beauté, pour les belles lettres, pour les beaux-arts, par la musique, par la poésie. La poésie, la création, sens étymologique du terme. Donc c'est un travail considérable et le plus grand voyage commence par un pas. Nous avons fait quelques enjambées. Donc ça c'est le rôle, c'est la question même de la mission, de l'ambition, de la vocation, de la volonté de cette institution et avec d'autres. Deuxièmement, comme ça il y aura un troisièmement et je m'arrêterai, le deuxièmement, c'est il y a du désordre sémantique, il y a un fatras idéal et il faut savoir mettre un peu d'ordre dans ce fatras. Malheureusement, nous n'avons pas au niveau du vocabulaire l'équivalent du christianisme de chrétienté. C'est écrit selon la typographie des éditeurs, islam petit i qui renvoie mutatis mutandis au culte, à la religion, à la spiritualité, c'est l'aspect cultuel. Et l'équivalent de la chrétienté, c'est écrit avec un islam majuscule, c'est l'ensemble, l'ère AIRE sur une longue RERE civilisationnelle. Et ça aussi, ça doit être connu par nos compatriotes si nous restreignons le champ uniquement à la France, mais pourquoi pas le dépasser à l'Europe, parce que la forte prégnance civilisationnelle de l'islam sur l'Europe est indéniable. Et n'eût été une présentation de l'histoire mutilée, mutilante, nous ne serions pas en ce moment en train de souligner ce point. Nous finissons le repas avec un dessert, la douceur qui ponctue le repas est un résultat de la civilisation islamique. Je ne suis pas en train de plaider une cause pro domo, je suis en train de revenir à une présentation de l'histoire disgraciée, atrophiée, et il est temps de la rectifier. Donc c'est le deuxième point. Le troisième point, vous savez mes amis, je n'ai pas prononcé ce matin une fois le mot voile. Et je n'ai pas envie de le prononcer aujourd'hui, pas parce que je n'ai pas envie, parce que ça nous mènera sur d'autres discussions. En revanche, je vous dis ce que je crois juste de dire. Une société ne se féminise, ne s'humanise que si elle se féminise. Je le pense fondamentalement. Et je crois que ce 21e siècle finira par être féminin ou ne finira pas. Parce que nous ne pouvons pas exclure la moitié de l'humanité. Et le mal que je suis pense que nous ne sommes que la moitié de l'humanité, pas forcément la meilleure. Je ne dis pas ça par flagornerie pour la jeune féminine ici présente. C'est que cette question du respect de la dignité humaine dans sa composante féminine, pour moi, est de la plus haute importance. Elle est au cœur du projet démocratique et c'est aussi dans l'enjeu de civilisation dont je parle. Et il y a lieu de respecter la liberté, de respecter aussi le droit et en ce qui concerne notre pays, de tenir compte de la psychosociologie d'une manière générale. Si on a envie d'avoir un pacte civique d'amitié, si nous avons envie d'avoir une cohésion nationale, et ça, ça relève, j'allais dire, de l'intelligence sociale. C'est important de le souligner aussi. C'est comme ça que nous abordons les choses, avec calme, avec sérénité, avec détermination, avec conviction, avec humilité aussi, mais une volonté d'aller de l'avant, c'est notre témoignage à nous tous. Tu as bien raison, Raleb, de noter c'est cette ambiance électrique, effectivement, quand on parle d'islam. Alors, vous voyez la complexité pour les médias. Ce n'est pas un sujet facile, c'est un sujet très anxiogène, mais encore une fois, peut-être revenir à cette idée de caricature. Essayons aussi de chaque côté de ne pas caricaturer l'ambiance, les idées. Rien n'est figé dans le marbre. C'est bien de pouvoir s'exprimer, de dire, et encore une fois, tu as raison de parler des mots,
mots. C'est important de poser les mots. Et puis nous ne tenons pas, chacun pense détenir sa vérité. Chacun a sa vérité, mais elle peut la confronter avec l'autre. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs dans les interventions que nous venons d'écouter. Et je pense que c'est ce qui est sain et c'est ce qui devrait finalement avoir cours dans les médias, pouvoir ouvrir la possibilité à des acteurs avec des idées différentes, donner des clés aux téléspectateurs pour pouvoir se faire notre propre idée avec des personnalités qui pourraient nous nourrir de savoir. Donc il y a une vraie responsabilité des médias, mais les médias, leur rôle, c'est d'informer. Alors peut-être d'éduquer parfois, mais c'est surtout d'informer. Et là, peut-être, je reviendrai à cette notion de citoyenneté, de citoyen. Nous sommes tous aussi responsables. Donc peut-être que les citoyens de confession musulmane devraient aussi peut-être essayer de sensibiliser les médias. Tout à l'heure, Nadia, tu as parlé à juste titre de la diversité des minorités visibles. C'est arrivé aussi parce que les gens se sont mobilisés. Des journalistes ont voulu être représentés à la télévision et dans les médias. Et peut-être que là aussi, nous avons une responsabilité. Raleb, tu as une responsabilité parce que tu as le savoir. Donc, il faut qu'on te voit un peu plus souvent dans les médias et qu'on arrête. Et en prime time. Voilà. Donc, ça, c'est important à dire. Autre chose, je voudrais revenir à ce que Nasser disait en fin d'intervention. L'éducation à l'image, mais l'éducation aux médias. Pas seulement pour nos enfants dans les écoles. Nous, à France Média Monde, on travaille beaucoup sur un programme qui s'appelle Info Intox. Et on se rend compte que les enfants sont aussi les premières victimes, mais pas seulement, les adultes aussi. Quand on regarde une émission de télévision, on a l'impression que tout ce qui est livré est réel et vrai, ou sur Internet. Il faut aussi s'éduquer nous-mêmes aux médias et essayer d'employer la terminologie, une sémantique en tout cas, la bonne sémantique. Et ça, c'est important. Merci beaucoup, Taoufik. Merci à tous. C'était très instructif. Merci. Bonne journée. Alors, celui qui distribue la parole s'appelle Taoufik et c'est un homme. On va féminiser ce panel. Hein. D'accord. Le mot de la fin aurait pu revenir à notre éminent penseur Raleb Benchir, mais bon, c'est pas le mot de la fin. Je voulais absolument, c'est le message de Raleb qu'on va retenir, bien entendu. Merci de lui faire un tonnerre d'applaudissements. Alors... Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Samira, à savoir, et une grande dame nous l'a dit hier, tout se joue sur le plan de la citoyenneté. Aujourd'hui, femme voilée ou pas, femme avec voile ou sans voile, elle voudrait être représentée dans ces médias, tout simplement. C'est la question de la représentativité qu'a posée Fadela Mehal. Ces citoyens qui sont des consommateurs d'informations veulent être perçus comme des citoyens à part entière. Dans les médias, dans les panels, dans les plateaux, on ne les voit pas qu'à l'occasion d'attentats ou d'affaires de décathlon et que sais-je. Alors moi, mon message essentiel aujourd'hui, c'est dire, comme l'a dit si bien notre ami Raleb Benchir, pour des soucis de cohésion nationale, je pèse mes mots, de cohésion nationale, parce que la France est en train de se fracturer. Et aujourd'hui, il faut absolument, médias, penseurs, intellectuels, il faudrait qu'on soit conscient de cet enjeu civilisationnel, encore une fois, pour paraphraser Raleb Benchir. Alors, les femmes, les universités populaires, avec ou sans voile, sont en train de faire bouger les lignes. Les femmes sont en train de s'approprier la parole dans l'espace public, dans certains espaces, on ne les voit pas. Nous avons ici parmi nous, devant de la scène, justement, là tout à fait devant, Mme Behloul, qui veut créer une mosquée pour les femmes, ou mixte même. Voilà. Eh bien, vive les femmes qui font bouger les lignes. Et le 21e siècle, j'espère qu'il sera féminin ou pas. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce panel. Ça n'a pas été facile pour moi de gérer toutes ces personnes, mais finalement on arrive. Moi, pour apporter ma pierre à l'édifice, moi ce que je conseille, c'est de lire un livre, puisqu'on parle de la France. C'est le livre de Fernand Braudel, L'identité de la France. Au moins ça donne une idée réelle de cette mixité des cultures.